ravie de vous retrouver et merci de venir m'aider pour parler food tech parce qu'après tout, moi je sais poser des questions mais en parler c'est bien plus compliqué. La food tech, on a commencé à en parler tout au long de cette journée. On y a goûté tout à l'heure au travers de différentes startups qui ont pitché leur projet. Mais ça mérite une véritable table ronde dédiée car les attentes des consommateurs sont aujourd'hui de plus en plus liées à la santé de la personne d'un côté, comme à la survie de la planète de l'autre. Tout ça est imbriqué, tout ça est une symbiose commune et face à ces défis, eh bien, il faut apporter des solutions. Et il y en a qui réfléchissent depuis assez longtemps. Pour en parler, je suis avec Aline Le Saffre de chez Danone. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Caroline Doucerin de Terre et Cité. Bonjour. Bonjour à vous. Juliette Folz de Next Protein. Bonjour. Et Olivier Ruchot de la start-up Ortix. Merci d'être avec nous et bonjour à vous. Alors, on va commencer, si vous voulez bien, d'abord par reposer un petit peu les enjeux de société, les enjeux de la personne, les enjeux de la santé, de la planète. On demande plus de bio. Moi, je suis consommatrice. Plus de bio, plus de traçabilité, plus de durabilité. On parle du bien-être animal, d'une meilleure rémunération des agriculteurs, une sorte de bienveillance générale anime aujourd'hui les consommateurs. Vous, comment est-ce que vous répondez à tout ça? Danone, c'est pour recadrer quand même la 10e entreprise agroalimentaire mondiale, avec une sorte de paquebot énorme, puisque vous avez plus de 100 000 employés dans le monde. Donc on ne vire pas de bord aussi facilement que si on était à bord d'une flottille. Forcément, c'est pas la même chose. Donc comment est-ce que vous arrivez à réorienter votre cap par rapport aux consommateurs qui changent tellement vite et dont la conscience se réveille peut-être tard, mais en tous les cas va très très vite et voudrait que tout soit déjà fait? Alors, vous avez raison, la première chose c'est que les consommateurs en demandent toujours plus parce qu'il y a une complexité globale qui ne fait qu'augmenter et j'aurais tendance à dire que Danone était déjà sur la bonne voie, donc il n'y a pas besoin de faire de grands virages, par contre il faut accélérer. Donc le premier point c'est qu'effectivement les consommateurs recherchent une alimentation saine et qu'est-ce que c'est finalement qu'une alimentation saine? C'est d'abord des produits simples, il y a une sorte de retour aux sources, une recherche d'authenticité avec des ingrédients de qualité et qui vont être moins nombreux, moins d'additifs, moins de process et qui vont rassurer en fait le consommateur. Et puis derrière ça, il y a toute une cohorte de facteurs qui sont finalement un rapprochement du consommateur et du producteur. Et finalement, ce rapprochement, il génère déjà de la confiance pour commencer, mais pas que, puisque derrière, il y a toute une batterie, on va dire, de critères qui commencent à rentrer en jeu dans le choix du consommateur. Et ce qu'on a vraiment vu en 2020, c'est que les choix s'affirment en tant que citoyen, pour me faire du bien à moi, pour faire du bien à la société et aux autres. Donc je vais soutenir les agriculteurs qui sont autour de moi, je vais soutenir le territoire environnant en consommant local, voire ultra local, en fonction de la saison, pour respecter bien sûr les enjeux de la planète. Donc c'est un peu une sorte de bio augmenté qui se dessine. Et là vous dites, pardon, je rebondis sur ce que vous dites Alice Le Saffre, c'est-à-dire que là vous dites en 2020, le consommateur s'est réveillé en 2020, c'est ça que vous voyez? Non, je pense que en fait 2020 a été une année de mutation générale et d'accélération, mais de tendances qui sont déjà là, qui étaient déjà là avant 2020. Donc c'est plus une accélération qu'autre chose, mais mettre des visages derrière les produits, c'est devenu très important. On est en stretch complet en fait de nos consommateurs qui sont privés de contact, qui sont dans un monde digital où ils vont acheter leurs produits en ligne et puis par ailleurs ils ont besoin d'humains, besoin d'être rassurés. Donc c'est ces choses-là qui sont en jeu et le consommateur s'affirme dans ces choix-là. Il s'est affirmé donc pendant cette pandémie. Vous parlez de conscience, d'éveil des consciences, vous parlez de confiance. Vous parlez de confiance, vous parlez de valeur. Oui. Face à ça, que fait l'industriel? C'est-à-dire la food tech, quand on parle de food tech, en méthode, de quoi est-ce qu'on parle?
Alors, il y a bien sûr énormément de choses, mais la première chose, c'est, donc je vous disais, revenir à des produits simples, moins processés, des recettes plus authentiques. Mais derrière ça, il y a une grande tendance du végétal. Donc, il y a un tiers des Français qui se sont tournés vers des régimes flexitariens. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, la conscience de l'environnement, mais aussi, on se dit, manger moins de viande, c'est mieux pour la santé aujourd'hui. Et puis, le porte-monnaie. Et ça compte, hein, on y reviendra, il y a une dimension économique qui n'est pas négligeable, bien sûr. Donc il faut s'engager sur ce territoire du végétal, il faut réussir à créer des produits qui sont d'origine végétale, mais tout aussi nutritionnels que les produits d'origine animale, et développer nos gammes pour avoir une offre beaucoup plus conséquente dans ce secteur. Et puis il faut aussi rassurer les consommateurs et assurer une transparence maximum. Donc communiquer sur ce qui se passe derrière la scène, si je peux le dire comme ça, assurer la traçabilité de nos ingrédients, et je crois qu'on en reparlera autour de cette table petit peu plus tard. Oui. Donc il y a des enjeux de ce type-là qui sont à court terme très importants. Après, il y a des enjeux à beaucoup plus long terme qui sont de nourrir la population grandissante. 9 milliards de personnes à échelle 2050. Voilà, avec dans la limite de ce que la planète peut nous donner. Et donc il y a énormément d'enjeux sur trouver des nouvelles sources, notamment de protéines. Je crois qu'on en reparlera aussi. Donc c'est aussi des territoires de recherche pour nos équipes, de travailler les nouvelles sources de protéines, de travailler des nouvelles matrices en fait, pour offrir des produits qui soient en phase avec ces enjeux-là. Alors justement, quels sont les champs de recherche que vous menez aujourd'hui pour répondre à ces enjeux, et en quoi est-ce que Paris-Saclay peut être aussi un territoire qui vous aide à faire avancer plus vite Alors les enjeux pour nous chez Danone, c'est vraiment de trouver le moyen, via l'innovation, de réconcilier tout ça. Donc c'est la planète, la santé, l'accessibilité. Donc c'est vraiment ces trois et l'expérience consommateur, parce que bien sûr chez Danone on n'oubliera jamais ça, c'est que nos produits doivent être un plaisir à consommer aussi. Donc cette équation, ces 4 paramètres, il faut les associer dans des innovations. Ça veut dire transformer et contribuer à cette transformation de l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'agriculteur jusqu'à la distribution, repenser nos produits bien sûr, mais aussi nos business models si c'est nécessaire, pour vraiment transformer tout ça. Et ça ne peut pas se faire tout seul. Donc concrètement, voilà. Donc, concrètement quelle recherche, on comprend bien les enjeux, mais comment on fait aujourd'hui à Paris-Saclay? Quels chercheurs, quels scientifiques, quel travail est fait? Donc concrètement, on travaille avec des startups pour aider les agriculteurs à mieux faire cette transition vers une agriculture régénératrice. On travaille avec des acteurs qui font naître des nouvelles sources de protéines de différentes manières. Ça peut être des nouvelles sources végétales ou des sources de biotechnologie. Il y a énormément de chantiers. J'ai envie de dire, quand on travaille ensemble, c'est infini les possibilités. Et c'est vraiment ça qui nous anime aujourd'hui, c'est de faire vivre cet écosystème de Paris-Saclay, d'accélérer aussi dans les collaborations, parce que je ne vais pas vous dire que ça a toujours été dans l'ADN de l'entreprise et d'aucune entreprise. On apprend tous à travailler en mode ouvert. Donc réfléchir aux collaborations stratégiques qui vont nous aider à faire cette transition, c'est fondamental. Et c'est ce qu'on veut faire à Paris-Saclay, comme ailleurs, puisqu'on a d'autres centres de recherche dans le monde. Et l'idée, c'est vraiment de maximiser cette interface entre nos chercheurs et le reste du monde, parce qu'il y a des innovateurs partout qui peuvent nous aider à faire cette transition. Ce qu'on entend aussi au travers de ce que vous dites, c'est la rapidité des prises de conscience, où l'industrie, enfin chacun est dans son temps, la recherche est dans son temps, l'industriel est dans son temps, le consommateur est dans son temps, et comment ne pas avoir trop de diachronie finalement avec toutes ces données-là. C'est quand même un équilibre compliqué à garder. Je me tourne vers vous, Caroline Doucerin. On parle de la foodtech, mais ça commence à la source, on va parler de la production, ça a commencé à être évoqué. En effet, dans la tendance qui se dessine de plus en plus, ça avait commencé avant la pandémie, mais ça a été accentué avec ce besoin de proximité rassurante, après tout, dans cette année 2020-2021 qui s'écoule. C'est la question d'une production
plus proche. Vous êtes présidente de Terre et Cité qui travaille avec les acteurs du territoire. Et aussi, par ailleurs, vous êtes élue. Mais expliquez-moi, par rapport à Terre et Cité, comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que vous fonctionnez ici? Alors effectivement, Terre et Cité, c'est une association qui a été créée par les agriculteurs du territoire, mais il y a 20 ans déjà. Donc c'est un mouvement ancien. Mais qui correspond aux besoins d'acteurs qui étaient présents sur le territoire de très longue date. On est sur un territoire agricole de façon historique et des agriculteurs qui sont confrontés aux enjeux actuels, y compris à une forte urbanisation du plateau de Saclay liée à l'implantation du cluster. Et qui est la solution et la cause après. Ah ben voilà, c'est ça l'urbanisation. Qui induit quand même beaucoup de changements aussi dans les pratiques agricoles, qui amène forcément pour eux à changer leur mode de production et puis à créer une relation différente effectivement sur un territoire où cette demande locale est de plus en plus forte. Pendant des années, les agriculteurs ont produit pour l'export et pas spécialement pour le territoire sur lequel ils étaient. Donc là, on avait des grandes cultures, essentiellement des grandes cultures de blé, de céréales, etc. Et puis, ils voient bien aujourd'hui que cette demande locale les amène à diversifier leur production. On voit apparaître un certain nombre d'acteurs de maraîchage, de volailles, d'élevage, etc. Et puis, on voit également nos agriculteurs s'investir fortement dans l'agriculture biologique, qui n'était pas du tout présente sur le territoire encore il y a quelques années. Donc, il y a un souhait de répondre à la demande. Et puis, vous l'évoquiez, ce lien avec la recherche qui permet aussi, effectivement, de faire évoluer les modes de culture. Il y a d'abord, j'ai envie de dire, quelque part, un premier lien par nécessité, puisque les agriculteurs sont les premières victimes du changement climatique. Ils le voient bien plus que nous tous ici, puisque dans leur mode de culture, ça change fondamentalement les choses. Que ce soit, il y a la question des températures, il y a la question des incidents climatiques, et il y a aussi toutes les questions liées à la biodiversité qui ont des incidences très très fortes sur leur mode de culture. Et donc, j'ai envie de dire, le premier moment où ce lien entre la recherche et les agriculteurs a quand même vraiment commencé à construire quelque chose de tangible, c'est quand les chercheurs les ont accompagnés pour essayer justement d'identifier ce qui relevait du changement climatique et ce qu'il allait donc falloir changer sur du moyen long terme dans leur mode de production. Donc il y a un lien qui s'est créé et aujourd'hui plein de terrains de recherche différents sur lesquels ils travaillent ensemble pour faire évoluer les modèles et faire en sorte que l'agriculture puisse vraiment rester sur ce territoire, parce que c'est une volonté forte de tous les acteurs qui sont au sein de Terre et Cité, qui rassemble, on l'a dit, donc beaucoup d'agriculteurs qui sont à l'origine de ça, mais aussi des élus, des membres d'associations du territoire, des entreprises du territoire, des chercheurs, des personnes dites de la société civile, voilà, qui travaillent dans cette optique. Alors, quel genre de travaux sont menés entre certains agriculteurs et certains chercheurs aujourd'hui? Et qui est-ce qui est venu taper à la porte de l'autre? Alors, c'est un peu ensemble que, je vous disais, je pense qu'à l'origine, il y a cette étude, cette recherche sur le changement climatique qui a déjà aussi permis de poser pas mal de choses sur la table. Et je crois que c'est un besoin commun, finalement, à la fois pour les agriculteurs d'adapter leur modèle, mais aussi pour les chercheurs d'avoir un lieu d'expérimentation. C'est quelque chose d'assez ancien, mais qui s'est beaucoup développé avec l'évolution de la demande. Et concrètement, ça se traduit par des choses très très diverses. Alors par exemple, actuellement il y a une recherche en cours sur l'utilisation des urines comme fertilisant. Il se trouve qu'il y a beaucoup d'azote dans les urines. Alors ça nécessite tout un process de récupération et d'utilisation dans le traitement des sols. Et actuellement il y a un projet en cours sur ce sujet. Il y a d'autres projets aussi qui tournent autour des questions de biodiversité qui permettent de remettre au cœur des exploitations l'importance de l'arbre et l'importance d'une certaine végétation. Donc on a un grand projet à Terre et Cité d'implantation de haies sur le territoire et donc d'implantation de 15 000 arbres pour ramener une certaine biodiversité et tenir compte justement aussi des évolutions à la fois des modes de production et puis de l'environnement. Donc vous replantez des arbres en soi, le kidam que je suis pourrait comprendre que c'est bien de planter des arbres pour la biodiversité, mais est-ce qu'il y a un autre travail de recherche qui est fait derrière que juste le fait de planter des arbres?
C'est-à-dire que derrière, ce qui est étudié, c'est justement quelles sont les essences qui vont pouvoir ramener quel type d'animaux qui sont des auxiliaires de culture pour tel type de culture. Donc en fait, ce projet... Ce sont des chaînes qu'on redessine. Absolument, ce sont des chaînes qu'on redessine et donc ce projet, il est très personnalisé en fonction des lieux, des modes de culture et des besoins de chaque agriculteur. Avec des scientifiques qui regardent l'évolution qui est faite et qui créent des données. C'est totalement passionnant. La question de la traçabilité, vous l'avez évoqué tout à l'heure, évidemment on va en parler, et de la sécurité sanitaire, c'est aujourd'hui primordial aussi, puisque notre société évolue avec sa conscience qui évolue, sa confiance qui évolue, mais aussi elle n'accepte plus de sortie de route. C'est quand même une société de précaution qui n'accepte plus cela, avec tout ce que ça implique de très positif et parfois quelques écueils qui sont connexes évidemment. Olivier Ruchot, vous êtes président de la start-up donc Hortix, c'est une start-up qui est positionnée sur la smart agriculture, donc on comprend à peu près l'idée que ça peut porter. Vous avez travaillé longtemps dans des grands groupes, vous êtes issu d'une famille d'agriculteurs, si je comprends bien. Ces exigences font peser une charge administrative très forte dans le quotidien des agriculteurs. Alors vous, quelle a été votre idée? Qu'est-ce que vous avez décidé de proposer? Écoutez, on est parti du constat que les agriculteurs sont véritablement sous pression pour assurer la transparence de leurs pratiques agricoles, le respect d'un certain de bon nombre de règles d'utilisation des produits phytosanitaires et des engrais. Ils doivent tenir un carnet de plaine, ils doivent remplir des fiches de traçabilité pour l'industrie agroalimentaire, pour les certifications, ils subissent des contrôles. Donc tout ça génère effectivement une charge administrative importante et une charge mentale aussi élevée pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Donc en fait, on a travaillé sur une solution dont l'objectif c'est de simplifier le quotidien de l'agriculteur et le soulager d'un certain type de préoccupation. Donc l'idée, c'est une solution aujourd'hui qui s'appelle Agrinity, qui va bientôt s'appeler Scopix. Alors on l'appelle Scopix parce que nous on est déjà tourné vers l'avenir, vous voyez. C'est tout récent puisque la marque est déposée depuis 2 jours. Voilà, écoutez, ça tombe bien. Et donc Scopix, c'est une solution qui réduit considérablement à la fois les oublis et le temps passé pour constituer les registres de traçabilité. Alors expliquez-moi. En fait, tout simplement par un dispositif que l'agriculteur a dans la cabine de son tracteur ou son engin motorisé, son pulvérisateur, et puis des capteurs sur les outils, on va être capable de déterminer automatiquement les activités qui sont réalisées par l'agriculteur. Donc savoir qu'il est en train d'intervenir sur telle ou telle parcelle qui contient telle culture pour faire tel type de travaux. C'est quand on dit on va savoir, c'est qui on? En fait, c'est la solution elle-même, donc Scopix, qui va le déterminer et elle va le déterminer en temps réel. L'objectif, c'est à la fois d'assurer un enregistrement automatisé d'un certain nombre d'informations et puis de solliciter l'agriculteur, de l'inviter à renseigner des informations complémentaires à cette intervention, notamment les intrants qu'il est en train d'utiliser, avec une philosophie qui est de lui permettre d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire qu'on l'amène directement là où il faut renseigner sur le type d'informations nécessaires dans le contexte de son activité, de sa culture, des produits qu'il a dans son stock, de façon à assurer une saisie très rapide. Si je traduis ce que vous dites, même si vous le dites très bien, juste pour être sûr que je comprends bien, c'est-à-dire qu'il renseigne des informations, alors ça va être quel produit il a utilisé, pour quel aliment, mais aussi quelle météo, ou ce genre de choses. Et ça va permettre d'avoir une base de données d'informations qui va aider à la transparence après sur la façon dont il a travaillé, ou ça va l'aider lui pour continuer à travailler derrière. Expliquez-moi bien. Alors l'objectif initial de la traçabilité, c'est d'abord pour des questions réglementaires. C'est une obligation. L'agriculteur doit pouvoir présenter ce qu'il a fait, c'est donc l'enregistrement de traçabilité pour qu'on puisse vérifier qu'il a respecté toutes les règles d'utilisation de ces produits phytosanitaires, de ces engrais. C'est comme si on vous demandait, quand vous êtes en déplacement, de noter toute votre circulation, la vitesse à laquelle vous avez circulé, les panneaux, etc. et qu'on vienne vous contrôler quelques mois plus tard pour vérifier que vous avez bien respecté le code de la route pendant tout votre trajet. En gros, c'est ce qu'on leur demande. Il y a 1 an. Il y a 1 an, on peut remonter effectivement jusqu'à il y a 1 an. Donc, ça permet au moins de le soulager d'avoir pu remplir ces informations en temps réel. Ça lui permet de ne plus avoir à les renseigner, mais c'est aussi, on intègre un autre volet qui est celui de s'assurer, de lui permettre de s'assurer de manière,
ultra simple, même naturel, qu'il respecte bien à la fois les doses et les règles d'utilisation. C'est-à-dire que systématiquement, tout ce qu'il va renseigner va être contrôlé par rapport aux règles, aux bonnes pratiques sur l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc c'est aussi une sécurité sanitaire, puisque on va dire que l'ANSES, qui est la structure qui définit les règles d'utilisation de tout ce panel de produits, en France est quand même, je vais dire, assez carré, et on ne fait pas n'importe quoi avec les produits. Et clairement, ces 10-15 dernières années, les tendances ont été à la réduction des quantités de produits, à l'élimination de molécules à risque. Et bon, clairement, l'objectif, c'est que l'agriculteur, naturellement, s'assure qu'il respecte ça, et on essaie de le faire avant qu'il ait appliqué les produits. Parce qu'on a certaines solutions qui ont fait du contrôle a posteriori. Bon, quand le produit est sur la culture, c'est un peu trop tard. Alors justement, comment on anticipe le contrôle? Mais écoutez, parce qu'il remplit au moment où il fait. Parce que systématiquement, on l'incite à renseigner ces informations avant même d'avoir démarré son activité dans la parcelle, voire de le renseigner avant d'avoir mis les produits dans la cuve de son pulvérisateur. De cette manière-là, il s'assure que tout va bien, il s'en va, il est serein. Donc ça, c'est vraiment une facette importante de la solution. Et en quoi est-ce que Paris-Saclay vous a aidé à développer, et où en êtes-vous aujourd'hui? Ça s'adresse à... Déjà, c'est appliqué, c'est utilisé. Alors, ça touche combien d'agriculteurs? Donc, écoutez, alors comment le plateau, enfin donc l'écosystème Paris-Saclay nous a aidés? D'abord au travers de 2 incubateurs, SkiCube à Saint-Quentin-en-Yvelines et Incub-Alliance, incubateur de d'Orsay, qui nous a accompagnés dans la maturation du projet. Ensuite, on a eu l'aide d'une structure locale qui s'appelle le Design Spot, qui m'a aidé à confirmer le design global de la solution, la façon de l'aborder. On a pu avoir un champ d'expérimentation, alors local, qui m'arrangeait bien, avec la ferme de plaisir Grignon qui dépend de AgroParisTech. Donc on a travaillé avec la ferme pendant pratiquement 1 an dans nos expérimentations. Et puis également des aides au financement avec Ski Initiative, qui est une structure de Saint-Quentin-en-Yvelines qui aide les startups en faisant du prêt d'honneur. Donc on a bénéficié de tous ces dispositifs qui nous ont permis d'arriver sur le marché avec une solution opérationnelle au mois de novembre. Donc aujourd'hui, il y a maintenant quelques semaines, on a eu le plaisir de franchir la barrière symbolique des 100 agriculteurs utilisateurs de la solution, mais utilisateurs clients, pas essayeurs. Donc on est vraiment véritablement dans un dispositif qui commence à vraiment marquer son territoire. Et alors vous avez un objectif qui est fixé l'objectif ambitieux, c'est que d'ici fin 2023, sur le territoire français, on ait touché à peu près 5000 agriculteurs. Maintenant le chemin est long, il y a un certain nombre d'acteurs sur le marché avec des solutions différentes. On apporte quelque chose, il me semble, de nouveau, de différent avec ce procédé d'enregistrement et de contrôle. Mais bon, malgré tout, voilà, il faut qu'on fasse notre trace. Notre place, et en même temps on voit bien cette tendance qui se dessine, où justement, même s'il y a d'autres acteurs qui pour vous sont des concurrents, in fine c'est quand même une bonne nouvelle qui démontre finalement cette avancée vertueuse vers les sujets qui nous préoccupent tous. Alors une autre petite facette que je voudrais juste évoquer, c'est qu'on a la volonté, au travers de cette traçabilité, non pas de faire de la traçabilité pour la traçabilité, mais comme on fait de l'enregistrement automatisé de toutes les activités mécanisées, on a la capacité à donner une vision très détaillée des coûts de production et de fournir à l'agriculteur, au travers de la traçabilité, des leviers, des outils d'optimisation du pilotage de son exploitation. Parce que vraiment, l'enjeu pour moi, et c'était presque ma première motivation, c'est d'amener quelque chose d'utile pour permettre aux agriculteurs de maintenir, voire d'améliorer leurs revenus et de leur simplifier le quotidien. Et de pouvoir continuer à être des agriculteurs. Absolument, parce que ça me paraît très important de leur assurer que sur les territoires français, on continue à avoir de l'agriculture à la fois efficace et répondant quand même aux attentes des consommateurs. Donc on entend bien un secteur qui a besoin de continuer à garder de l'oxygène, et on a besoin d'eux, ça c'est évident. Et puis, pour continuer à avancer encore quelques pas dans le futur, on va parler de Nexprotein ensemble. Bonjour Juliette Folz. Nexprotein, qu'est-ce que c'est? Alors Nexprotein, c'est une start-up qui a été fondée en 2015 dans le secteur de la biotechnologie et dont l'activité consiste à élever et transformer des insectes. Alors pas n'importe quel insecte, on a choisi le nôtre qui s'appelle la mouche de soldat noir et on va la transformer en vue d'apporter des protéines
pour l'alimentation animale. Donc c'est vraiment notre secteur. On l'a dit tout à l'heure, je crois que c'est vous qui l'évoquiez, que la population mondiale elle est en train d'exploser. De fait, on se dit on a besoin d'augmenter globalement notre production alimentaire de 70%. Je crois que vous voyez la photo de la mouche. Vous voyez, c'est une jolie mouche, c'est pas par rapport à la mouche domestique qu'on connaît. Vous dites qu'elle est jolie parce qu'on aime ce qu'on connaît. Hein. Regardez comme elle est belle. Elle est allongée comme une guêpe, elle est noire, elle est très belle. Ça donne envie de la manger, vous voulez dire. Alors on ne la mangera pas comme ça et vous ne la mangerez pas comme ça, je vous rassure. On n'en est pas là. Disons que je me suis attachée le temps de cette image à cette mouche du soldat noir. Et donc oui, je vous disais vraiment un besoin d'augmenter la production alimentaire. Et par conséquent, la demande en protéines. Vraiment, la demande en protéines, c'est quelque chose qui est clé. Et aujourd'hui, dans le secteur animal, les sortes de protéines qu'on utilise, ça peut être le tourteau de soja pour le bétail. Le tourteau de soja, on sait qu'il y a des conséquences assez néfastes d'un point de vue de déforestation. Et on utilise aussi, pour tout ce qui est élevage aquacole, la farine de poisson. Donc la farine de poisson, on va aller dépeupler les populations d'anchois au large des côtes d'Amérique du Sud, leur faire traverser toute l'Atlantique pour nourrir nos poissons d'élevage. Et donc on se dit là, il y a quelque chose qui peut être un petit peu perturbant et dans lequel l'insecte a vraiment une place à jouer pour justement pouvoir apporter une source de protéines qui soit plus durable, moins gourmande en fait en énergie. Si on compare un petit peu pour fixer des idées, alors on va prendre le bœuf, c'est un peu l'exemple extrême de la chaîne, mais ça permet de fixer les choses. On dit que pour produire 1 kg de protéines d'insectes, il va falloir 100 fois moins de temps que pour produire 1 kg de protéines de bœuf. Il va falloir 200 fois moins d'espace et il va falloir 2500 fois moins d'eau. Donc on voit que l'insecte est vraiment intéressant et peut nous apporter une réponse importante dans cette chaîne. Expliquez-moi un instant que je comprenne bien. Oui. Outre le fait que tout le monde se met à tousser sur au moment où vous ça, savez c'est parler le de la côté des mouche. insectes, ça gratouille, ça. Je ne sais pas ce qui se passe sur un plan psychologique, mais il y a quand même une recherche à faire, il y a quelque chose qui se joue, mais en dehors de ça, que je comprenne bien. Donc cet apport protéinée de la mouche de soldat noir, elle permet d'alimenter des animaux. Absolument. Ces animaux, ils permettent d'alimenter l'homme. Absolument. Il y a une tendance aujourd'hui qui est de dire que finalement, on tourne de plus en plus vers du végétarien, d'une certaine façon. Donc en fait, votre champ à vous, je vous en prie, sortez. Alors vous savez, on peut sortir et revenir. Les portes sont grandes ouvertes. C'est un peu ça l'open innovation. Tout est ouvert. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une allergie à nous? À la mouche. À la mouche. Pourtant, il paraît que justement, on a testé un peu le côté allergisant. Normalement, il n'y a pas de souci. Et à chaque fois que vous parlez, les gens se mettent à tousser. Je ne pensais pas, mais écoutez, c'est une nouveauté. J'entends votre point. Effectivement, il y a une grosse tendance sur le végétarien. Après, vous mentionnez le flexitarien, parce que globalement, je pense que demain, la population mondiale ne deviendra pas végétarienne. Donc, il faut en fait trouver. L'idée, c'est pas d'aller d'un côté, non, je mange plus jamais de viande, non, je veux pas ça. Il faut trouver des solutions un peu mixtes et mesurées, et qui nous permettent en fait que tout le monde puisse continuer à consommer de la protéine animale, en ayant quand même un tout petit peu de respect de l'environnement. Et c'est se dire, je vais consommer local, par exemple, ou alors je vais privilégier un poisson qui va être nourri avec de la farine d'insectes plutôt qu'un poisson qui aura été nourri avec des restes d'anchois qu'on aura peuplés. Donc en fait, c'est toute une éducation et je pense que le consommateur aujourd'hui, dans les tendances, il est aussi prêt à entendre ce discours plutôt que de lui dire « Ah non, surtout, c'est très vilain pour la planète de manger de la viande, arrête ». Ça, je pense que c'est un discours un peu culpabilisant qui n'a pas sa place. Et aujourd'hui, vraiment, notre objectif, c'est d'avoir une solution alternative, clairement. Et puis aussi, on a, donc dans cet insecte, la mouche de soldat noir qu'on a choisi, il y a une logique de circularité aussi. En fait, quand vous avez vu tout à l'heure le schéma, on va venir nourrir nos larves avec des déchets agricoles. Des déchets agricoles, alors des fois dans certains pays on a de la méthanisation, mais dans beaucoup de pays il n'y en a pas. Et donc c'est vraiment un déchet qui n'a aucune utilité, enfin une valeur totalement nulle. Donc nous on va venir récupérer ces déchets,
On a un vrai savoir-faire qui a été développé pour composer avec ces déchets, parce que comme c'est des déchets agricoles, vous avez la saison des oranges, on a des oranges, après on a des salades, après on a de la pomme de terre. Donc nous, notre métier, ça va être de savoir composer une recette, vraiment voilà, une composition pour nous permettre d'apporter les bons nutriments à nos larves d'insectes. On va venir processer cette larve pour en faire de la farine et de l'huile. Et le résidu en fait, de substrat alimentaire plus les déjections des larves va être commercialisé comme un fertilisant organique et va pouvoir être retourné en fait, sur les terres des agriculteurs qui nous ont fourni initialement en déchets. Donc comme ça, on a quelque chose d'assez vertueux en fait, d'un point de vue environnemental. Juste d'un mot, parce qu'on arrive à la fin de ce moment partagé qui était quand même riche en moments divers. Juliette Folz, aujourd'hui, on en est où de votre solution? Et oh, ça tousse encore un peu plus loin. Non, mais je ne prends pas les responsabilités. C'est extraordinaire. Alors, on en est où? Aujourd'hui, on a un site de production qui est en fonctionnement, qui est même qui grandit, puisqu'on va viser une capacité de 2500 tonnes de farine à la fin de l'année. Mais clairement, aujourd'hui, c'est une limite pour nous en termes commerciaux, parce que les clients qu'on prospecte, en fait, nous demandent plus. Donc on a vraiment ce besoin d'aujourd'hui d'augmenter notre capacité de production. On espère avoir bientôt cet été une nouvelle levée de fonds qui nous permettra d'augmenter cette capacité, d'ouvrir d'autres sites et de viser les 100 000 tonnes d'ici 5 ans. Voilà. Eh bien, merci infiniment à chacun d'entre vous de nous avoir apporté autant d'ingrédients pour nourrir ce sujet qu'on voit à quel point il est en développement, et on aura sans doute l'occasion d'en reparler l'année prochaine. On entend au travers de ce que vous dites des réponses à des consommateurs qui évoluent très vite. La société évolue très vite et elle ne serait rien, et on l'a bien compris tout au long de cette journée, cette société sans ces chercheurs, sans ces doctorants qui permettent bien justement de l'accompagner, cette société. Marjorie, justement, vous êtes d'ailleurs avec des chercheurs qui vont nous démontrer que c'est à Saclay que ça se passe si on ne l'avait pas compris jusqu'à maintenant.